Bonjour à tous. Alors, nous sommes très heureux et honorés d'accueillir aujourd'hui Domitil Dessertine pour ouvrir cette édition 2018 d'I2F. Chez Investance, on a coutume de dire que l'innovation est dans notre ADN et je crois qu'il est aussi dans le vôtre, Domitil, puisque depuis que vous avez rejoint l'AMF en 2013, vous avez participé à la création de la division FinTech, Innovation et Compétitivité, division dont vous avez pris la direction au mois de mai et où vous êtes notamment particulièrement impliqué dans les réflexions autour de la réglementation de l'environnement des cryptoactifs, dont vous allez nous parler plus amplement tout à l'heure. C'est donc avec beaucoup d'intérêt et un grand plaisir qu'on va vous écouter ce matin nous en dire plus sur le rôle, les actions et la vision de l'AMF autour de l'innovation entre accompagnement, développement de l'innovation et maîtrise des risques. À un moment spécialement où l'innovation a peut-être jamais été aussi foisonnante qu'en ce moment. Donc voilà, on est très heureux de votre participation ce matin. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Carole, merci beaucoup au cabinet Investance pour son invitation. Bonjour à tous, je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous pour évoquer en effet deux sujets que certains ont tendance parfois à opposer, qui sont les fintech et la réglementation. Mais toutefois, là où vous avez tout à fait raison, Carole, c'est qu'aujourd'hui, je crois que l'innovation fait partie de l'ADN du régulateur, ou en tout cas, on a essayé de l'inscrire. J'en veux pour preuve, hop, ça ne fonctionne pas. Voilà. Le fait que nous avons inscrit le fait de vouloir accompagner l'innovation au sein de nos priorités dans le cadre du plan stratégique de l'AMF 2018-2022. Donc vous voyez ici les 4 priorités qui vont, je dirais, conduire notre action pendant les années qui vont venir. Et la troisième d'entre elles, je la cite, c'est accompagner les acteurs, favoriser l'innovation et s'engager pour l'attractivité des marchés et de la place. Cette priorité, nous avons essayé de la décliner en plusieurs axes structurants qui sont l'accompagnement et la facilitation de l'innovation, premier axe. Deuxième axe, le fait de veiller aux risques et de mettre en place une supervision adaptée. En effet, on est un régulateur ouvert aux innovations, mais toutefois, il faut bien veiller à en appréhender les risques qu'elles peuvent susciter. Et enfin, troisième axe structurant, appréhender les évolutions à venir et envisager les implications en termes de régulation. On a en effet, je pense, la volonté d'être, ce qu'on dit en anglais, ahead of the curve, c'est-à-dire d'être en mesure de bien comprendre et appréhender les innovations avant qu'elles deviennent généralisées. Donc cette mission autour de l'innovation, elle se traduit toute à l'intérieur de l'AMF, au sein de toutes les directions, mais plus particulièrement au sein de mon équipe, qui est une équipe qui a été créée en 2016, donc qui est assez récente, et qui s'intitule FinTech Innovation Compétitivité. Donc vous voyez, l'innovation est inscrite au cœur de notre ADN. Donc, comme le nom l'indique, nous avons 3 missions. La première mission FinTech, c'est d'accompagner tous les acteurs innovants. Nous sommes une sorte de point d'entrée, finalement, chez le régulateur pour les startups, mais aussi les acteurs traditionnels qui développent des projets innovants dans le domaine des services financiers et qui peuvent venir échanger avec nous, très en amont de les demandes d'agrément, c'est-à-dire vraiment parfois même au stade de l'idée. Donc, on essaie maintenant d'avoir des projets un petit peu plus concrets, mais l'idée, c'est de pouvoir échanger avec le régulateur et de bien comprendre les cadres réglementaires auxquels les nouveaux acteurs peuvent être susceptibles de devoir respecter. La deuxième mission, c'est une innovation, c'est la réflexion autour de l'innovation et des évolutions potentielles du cadre réglementaire. Donc sur la base de tous ces nombreux rendez-vous que nous avons avec les acteurs innovants, nous essayons de dégager les grandes tendances qui, demain, risquent de modifier, par exemple, les business models traditionnels dans l'univers des marchés financiers et, par conséquent, qui devraient aussi impliquer une modification de notre approche réglementaire. Notre troisième mission, la compétitivité, une mission que nous avons très à cœur au sein de l'équipe. Donc, nous essayons de déployer des actions qui visent à faciliter le développement des entreprises françaises à l'international, très important. Des actions d'influence, de communication principalement, qui visent à promouvoir l'attractivité de la place de Paris. Comme je vous le disais, donc nous sommes une petite équipe
de 6 personnes, mais nous nous appuyons sur un réseau très fourni au sein de l'AMF, puisque chaque direction a à cœur également d'œuvrer pour l'innovation et la compétitivité. Donc nous appuyons sur des experts dans chaque direction de l'AMF, donc les directions, ce qu'on dit opérationnelles, direction de la gestion d'actifs, direction des marchés, direction des émetteurs, mais aussi toutes les directions plus support, métiers, les affaires juridiques, la communication, la protection des épargnants, les systèmes d'information et même les ressources humaines. Donc nous essayons d'embarquer vraiment des gens dans chacune de ces directions autour des thèmes de l'innovation. Nous travaillons également de manière très rapprochée avec la même équipe qui a été créée au sein de la CPR, le pôle FinTech Innovation, avec lequel nous animons par exemple le Forum FinTech AMF-ACPR qui réunit un certain nombre des acteurs innovants, que ce soit des startups ou des grands groupes, et les institutionnels qui peuvent être amenés aussi à traiter des sujets autour de l'innovation. Donc que ce soit l'AMF, la CPR, mais aussi évidemment la DG Trésor, la Banque de France, l'ANSSI, puisque c'est aussi une autorité qui va avoir de plus en plus de poids face aux nouveaux modèles technologiques, ou la CNIL sur les questions de protection des données qu'on évoquait plus tôt. Quand on parle de FinTech, de quoi parle-t-on? Souvent, c'est vrai que c'est très difficile puisque le périmètre de la définition influence beaucoup sur le contenu des FinTech. J'ai repris ici une infographie qui avait été préparée par France FinTech et BlackFin. L'idée, c'est plutôt de vous montrer un peu les grands secteurs aujourd'hui des FinTech en France et de vous montrer aussi qu'aujourd'hui, la majeure partie des FinTech françaises se concentre sur les domaines de paiement, notamment, mais aussi InsurTech, qui sont en train de développer pas mal autour des solutions bancaires, de crédit. On a évidemment notre segment, je dirais, d'innovation historique maintenant, le crowdfunding, puisque c'est un cadre, c'est maintenant une activité qui est régulée depuis 2014. Les activités de prêt, également très représentées, et des activités de gestion de patrimoine, gestion d'investissement, mais qui restent assez mesurées. En ce qui nous concerne à l'AMF, sur notre périmètre d'action, nous avons, si je dois vous donner un peu une typologie des acteurs que nous rencontrons au quotidien, la voici. Donc je dirais que ces derniers temps, on est extrêmement mobilisé autour de tous les sujets qui concernent la blockchain, bien entendu, mais aussi tout ce qui concerne les ICO, les fameuses Initial Coin Offerings, dont je parlerai plus longuement plus tard, et évidemment tous les business autour des cryptoactifs, en dehors même des ICO. On rencontre aussi quelques acteurs qui proposent du conseil automatisé, même si ça demeure une tendance assez mesurée en France. Des plateformes de crowdfunding, évidemment, qui sont, comme je le disais, nos acteurs historiques de l'innovation. Une tendance assez croissante de plateformes de financement qui tendent à faciliter finalement la rencontre entre les investisseurs et les entreprises en recherche de financement. Un segment RegTech qui, je crois, évolue grâce à nous, puisque nous avons un certain nombre de réglementations qui sont entrées en vigueur au cours des dernières années et qui ont déclenché toute une vague de nouveaux acteurs qui visent à faciliter la compliance réglementaire des acteurs supervisés. Et enfin, je l'ai cité, mais même si ça reste encore assez minoritaire, je trouve, dans les services financiers, des tendances de big data, d'intelligence artificielle. Le thème de la cybersécurité, évidemment, pour le coup, est beaucoup plus sérieux. Si je dois dégager quelques tendances sur les FinTech que nous avons rencontrées, donc plus de 300 rendez-vous quand même depuis la création de notre équipe, donc on a, je pense, commencé à avoir un panorama assez précis. Des tendances générales, la première tendance que j'ai citée, c'est l'essor des modèles de plateforme. Même si ça reste encore quelque chose qui reste assez limité en France aujourd'hui, on estime que c'est une tendance qui est amenée à se développer dans le futur. Donc des plateformes qui vont proposer des services de plus en plus hybrides. Aujourd'hui, ce sont des services qui restent dans le domaine des services financiers. Donc ça peut être de la gestion passive, du crowdfunding, de l'investissement responsable. Demain, on imagine que ce sera des plateformes qui proposeront des services beaucoup plus vastes, qui pourront mêler à la fois des services financiers, mais aussi d'autres types de services de consommation plus courantes. Pour cela, on n'a qu'à regarder ce qui se passe en Chine, qui reste un pays très précurseur en domaine de FinTech, où certains acteurs là-bas proposent à la fois des services financiers, mais aussi des services de taxi, de livraison de nourriture à domicile, et la possibilité d'arrondir toutes ces factures en investissant ensuite dans des produits de gestion passive. Donc on estime que ce type de plateforme est amené à se développer à l'avenir. Deuxième tendance, c'est le recentrage sur le client, évidemment inspiré des modèles GAFAM. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les acteurs essaient d'avoir une expérience utilisateur qui soit plus agréable, plus facilitée, plus rapide, plus intuitive, et aussi une personnalisation du service qui est offerte.
Et pour ceci, les acteurs s'appuient largement sur les données, évidemment. Donc on note aussi dans tous les business models innovants une importance croissante de la donnée afin de fournir aux clients un service qui soit de plus en plus personnalisé. Enfin, j'ai mentionné également le phénomène des RegTech, évidemment, que nous suivons de près en tant que régulateurs. Si je dois résumer un petit peu toutes ces innovations, je dirais qu'il y a 2 niveaux. La première, c'est une innovation dans les services traditionnels. Donc là, grosso modo, les acteurs qu'on rencontre continuent à fournir le même service que celui que fournissaient les acteurs traditionnels. Mais c'est juste, je dirais, une modernisation de ce service. C'est-à-dire que le canal de commercialisation, l'entrée en relation sont entièrement numériques, ce qui change beaucoup l'expérience utilisateur, mais la nature du service qui est offert en soi reste le même. Et c'est ce qui nous importe en tant que régulateur, puisque, comme vous le savez sans doute, c'est le service d'investissement qui est donné que nous régulons. C'est le premier type d'innovation. Donc pour celle-ci, nous estimons que les cadres réglementaires actuels sont encore largement adaptés. Mais je dirais qu'il y a un deuxième niveau d'innovation, c'est l'innovation disruptive, qui là est principalement concentrée autour des technologies de type blockchain et aussi des cryptoactifs par exemple, qui envisagent, donc ces nouvelles technologies envisagent de remplacer un certain nombre des intermédiaires historiques. Et donc là, ça pose un plus grand nombre de questions d'un point de vue réglementaire. Si je regarde les questions que ça nous pose. Donc, comme je vous disais, pour les services innovants, la nature du service n'évoluant pas, ce qu'on a constaté sur la base des rendez-vous avec les acteurs innovants, c'est que ceux-ci avaient davantage besoin d'être accompagnés dans la réglementation plutôt que de changer complètement les cadres réglementaires. C'est-à-dire que quand on leur explique le type de réglementation qu'ils devront appliquer, il est très rare que les acteurs nous disent « ça ne vous convient pas du tout, c'est beaucoup trop de régulation ». C'est au contraire un besoin plus fort de guidance et d'être accompagné. C'est pour ça que nous avons développé cette activité, je dirais, bien en amont de l'agrément. Une phase d'accompagnement pour les aider à se repérer dans le cadre réglementaire. C'est pour ça également que nous avons créé le forum FinTech AMF ACPR, afin que les FinTech puissent aussi, si dès lors qu'elles rencontrent certains obstacles réglementaires, puissent nous les faire remonter. Pour les services disruptifs, dont par là, encore une fois, j'entends ceux qui ne s'insèrent pas aujourd'hui dans le cadre réglementaire existant, notre approche à l'AMF, et conjointement avec la Direction générale du Trésor, c'est d'essayer de mettre en place des cadres flexibles, proportionnés et adaptés à ces nouveaux environnements. Et surtout des cadres qu'on essaie de fixer en concertation avec les acteurs. Cette phase de dialogue est très importante pour nous. Et bien entendu, nous essayons de garder un bon équilibre, de trouver un bon équilibre entre le développement de l'innovation et la protection des investisseurs. 2 exemples, celui du crowdfunding, naturellement, où on a eu donc un nouveau cadre réglementaire qui a été mis en place en 2014, où l'idée, c'était vraiment de favoriser le développement de la finance participative, tout en s'attachant à préserver l'intérêt des investisseurs. C'est un cadre que nous avons fixé en consultation avec les acteurs, au niveau national, qui a fonctionné très bien. Et aujourd'hui, il y a un nouveau cadre qui est en discussion au niveau européen. Deuxième exemple, l'environnement des cryptoactifs, tous les travaux que nous avons menés autour des ICO, mais je reviendrai un peu plus tard là-dessus, puisqu'il s'agit en effet d'une des actualités législatives et réglementaires importantes pour l'AMF. Ce que nous tentons de faire également pour les services disruptifs qui s'inséreraient qui seraient vraiment, je dirais, en contradiction avec le cadre réglementaire actuel, nous essayons d'aménager des zones d'expérimentation afin de tester la technologie dans un cadre sécurisé. C'est une sorte de sandbox finalement, puisque le mot a été très à la mode chez les régulateurs depuis quelques mois, mais une sandbox qui va beaucoup plus loin que la sandbox traditionnelle à laquelle tout le monde peut penser. C'est une sandbox législative. Donc un exemple, c'est l'ordonnance blockchain qui a été issue de la loi Sympa 2 et qui permet d'utiliser la technologie blockchain pour représenter et transférer les titres non cotés et les parts de fonds. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est quand même une petite révolution et nous sommes le premier pays au monde à proposer ce type d'innovation. J'en reparlerai aussi un petit peu plus tard. En termes d'actions réalisées, donc comme je vous le disais, plus de 300 réunions avec des fintechs en cours des 2 dernières années, donc dans une démarche de dialogue et d'accompagnement, en essayant d'apporter le maximum de réponses réglementaires, et ce, de manière rapide, et avec l'aide des experts en interne à l'AMF. Nous participons à toutes les conférences, les forums, dans la mesure évidemment de nos moyens, qui restent limités, dans le domaine de l'innovation, afin vraiment d'inscrire la place de Paris comme une place forte en matière d'innovation. Nous avons mis en place également 3 programmes d'accompagnement. Le premier, FROG,
qui était mené conjointement avec l'AFG et qui visait, si vous voulez, l'idée, c'était de lever certains des obstacles aujourd'hui réglementaires qui empêchent le développement de la gestion française à l'international. Le deuxième programme, Agility, a été lancé au moment de l'annonce du Brexit afin de favoriser l'installation des entreprises qui tombaient dans le champ de compétences de l'AMF en France. Et donc l'un des éléments du programme Agility, c'est par exemple le Two-Week Ticket, qui est la capacité pour une entreprise qui envisage de se réimplanter en France d'avoir un feu vert qui soit donné par l'AMF 2 semaines après le dépôt de sa demande d'agrément. Vous le savez, les agréments peuvent durer parfois un petit peu longtemps. Donc l'idée qu'on voulait soutenir avec cette initiative, c'était de donner un peu plus de visibilité réglementaire pour les acteurs, qui en ont besoin s'ils envisagent une relocalisation. Donc évidemment, ça n'a pas du tout de valeur légale, donc il ne s'agit pas d'un agrément avec une substance juridique, mais c'est simplement un message, un signal positif pour dire non, nous n'avons pas vu d'obstacle réglementaire majeur pour votre installation en France. Enfin, le programme Unicorn, et là encore, je reviendrai là-dessus, qui est un programme d'accompagnement et de soutien pour les entreprises et les porteurs de projets qui envisagent de lancer des ICO. Nous avons également participé à la consultation de la Commission européenne sur le domaine des fintech. Donc la Commission a lancé, il y a 2 ans, 1 an et demi maintenant, une réflexion assez générale sur l'ensemble des services fintech, que ce soit dans le domaine bancaire ou dans le domaine des marchés financiers, avec l'idée de recueillir le feedback des autorités nationales, mais aussi des acteurs, pour savoir s'il fallait ajuster les cadres réglementaires qui sont, pour une large part dans le domaine des paiements par exemple, mais aussi dans le domaine des instruments financiers, fixés au niveau européen. Donc dans ce cadre-là, nous avions proposé la création d'une nouvelle licence qui serait octroyée aux plateformes qui fourniraient du conseil et de la gestion au niveau européen. Nous avons aussi participé à la consultation sur les ICO, conjointement avec notre direction des affaires juridiques. Là encore, je reviendrai là-dessus. Nous avons signé à ce jour 5 accords de coopération avec des homologues non européens, donc Abu Dhabi, Singapour, le Canada, l'île Maurice et le Japon. Plusieurs sont à venir et nous sommes très à l'écoute des retours des acteurs également pour développer des partenariats avec des pays qui sont très, je dirais, présents sur la scène fintech et qui pourraient favoriser le développement à l'international des fintech françaises. Enfin, nous participons à tous les groupes de travail, et ils sont nombreux, au niveau européen et au niveau international, autour des fintech et des sujets liés à l'innovation financière. Maintenant, je vais prendre quelques exemples de réglementations innovantes. Donc, la première que j'ai déjà citée, c'est l'ordonnance blockchain. Donc, comme je vous le disais, donc son nom un petit peu plus protocolaire, c'est l'ordonnance du 8 décembre 2017 encadrant la transmission et la représentation des titres financiers via un dispositif d'enregistrement électronique partagé, donc c'est le mot français pour la blockchain. L'idée ici, c'est en effet de permettre de finalement supprimer l'inscription en compte-titre ou la nécessité d'avoir une inscription en compte-titre pour prouver la propriété d'un actif. Donc pour tous les titres non cotés et qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central de titres, ainsi que les parts de fonds, il sera désormais possible de reconnaître la preuve de la propriété via une inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé ou dans une blockchain. Donc c'est une avancée significative. Le décret d'application qui va activer cette possibilité de recourir à ces technologies-là est actuellement en cours de discussion au Conseil d'État et il devrait être adopté d'ici la fin de l'année. Donc je crois que c'est encore une fois un des segments sur lequel nous nous illustrons, puisque la blockchain, beaucoup de gens en parlent, beaucoup de régulateurs, peu encore à ce jour ont pris la démarche finalement de modifier ou de mettre en place des cadres réglementaires qui leur permettraient de tester cette technologie. Donc la France, à cet égard, s'illustre de manière extrêmement positive. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de la réglementation des cryptoactifs. Donc les cryptoactifs, je ne sais pas si tout le monde est familier aujourd'hui avec ces instruments. Généralement, on connaît le Bitcoin, on connaît peut-être les ICO, mais sans aller bien loin dans le détail. Donc si vous me permettez, je vais revenir un petit peu sur qu'est-ce que c'est et pourquoi on a décidé de l'encadrer. Donc aujourd'hui, peut-être pour résumer un peu notre position en ce qui nous concerne à l'AMF, on considère que ce phénomène des cryptoactifs, de la blockchain,
C'est une innovation qui est susceptible d'apporter de nombreux bénéfices, de nombreux avantages à moyen terme ou à moyen ou long terme, et notamment en ce qui concerne la structure des marchés financiers. Par ces bénéfices, j'entends la possibilité pour des entreprises de lever des fonds et de transférer des valeurs de manière sécurisée par Internet. Beaucoup des spécialistes disent que c'est là, en fait, l'innovation substantielle des cryptoactifs. Jusqu'à maintenant, on pouvait transférer de l'information sécurisée via Internet, mais pas des valeurs. Donc il s'agit là d'une innovation qui peut avoir des conséquences très importantes. Deuxième bénéfice, le fait de pouvoir diminuer le coût de certaines transactions, que ce soit des transferts, mais par exemple aussi des offres au public de titres, et d'accélérer également les temps d'exécution de ces transactions. La possibilité de toucher une cible mondiale immédiatement, c'est également un bénéfice qui est apporté par ces cryptoactifs. Un autre bénéfice, notamment plus des ICO, c'est la possibilité de financer le développement d'un service ou d'un produit par ses potentiels utilisateurs, qui deviennent à la fois investisseurs et utilisateurs, sans pour autant diluer le capital social de la société, ce qui évidemment est aussi un avantage considérable. Et enfin, peut-être un des bénéfices ou un des intérêts majeurs de ce phénomène que je vois, c'est le fait de créer des environnements de services à vocation globale, de type Amazon, par exemple. L'idée, c'est vraiment de constituer des réseaux qui soient de consommateurs, d'investisseurs, qui vont gravir autour d'une plateforme ou d'un projet. Donc tout ça, c'est des tendances, quand on les cite, on se dit, oui, en effet, il semble qu'il y ait quand même un certain nombre de bénéfices à attendre de cette innovation, de cette évolution technologique. Néanmoins, il y a un certain nombre de risques également qui sont très présents et très importants, qui se posent à court terme et donc qui nous interpellent, nous, en tant que régulateurs. Ces risques, ils sont nombreux, comme je le disais. Il y a le risque lié à l'absence de la réglementation, qui évidemment crée une incertitude légale et juridique extrêmement forte, à la fois pour les entreprises, mais également pour les investisseurs. Les risques qui sont associés à une information lacunaire ou trompeuse, puisque c'est souvent le cas dans le domaine des cryptoactifs, il faut le reconnaître. Un risque de perte en capital évident, un risque de marché qui est lié à la volatilité extrêmement forte des cours de ces cryptoactifs, au risque de fraude, de blanchiment d'argent, qui est éminemment important. Et enfin, les risques qui sont associés au projet sous-jacent, qui peut se développer ou ne pas se développer, étant donné que pour la plupart d'entre eux, il s'agit de projets qui sont extrêmement jeunes. Tout ça nous laisse à penser à l'AMF que la tokenisation de l'économie reste une tendance structurelle de long terme, qu'il faut non pas combattre, mais plutôt accompagner en l'aidant à se développer dans un cadre qui soit sécurisé et qui permette d'apporter une réponse satisfaisante aux nombreux risques que cette innovation soulève à court terme. Si je reviens sur les ICO, donc comme je vous le disais, on en entend beaucoup parler. Finalement, si je dois proposer une définition assez simple de ce qu'est une ICO, je dirais que c'est une opération de levée de fonds effectuée à travers la technologie blockchain qui donne lieu à une émission de jetons ou de tokens. Qu'est-ce qu'un token ? D'un point de vue juridique, donc le projet de loi Pacte, qui est aujourd'hui en discussion au Parlement, propose une définition qui est assez large, finalement, de ce qu'est un jeton, tout bien incorporel, qui représente sous forme numérique un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé, permettant d'identifier le propriétaire du dit bien. Donc, comme vous le voyez, c'est une définition qui est assez large et je crois que ça a été volontairement voulu comme tel pour pouvoir capter toutes les diverses possibilités de tokens, puisqu'aujourd'hui, il y en a une grande variété de ce type d'instruments. Donc aujourd'hui, il y a une typologie, une taxonomie, je dirais, qui est assez communément admise à la fois par les régulateurs, mais aussi par la communauté qui évolue dans cet environnement. C'est donc celle que je vous ai mis en bas, la distinction entre les tokens dits utilitaires, c'est-à-dire ceux qui donneraient droit à un service qui serait offert par la société, mais à l'avenir, donc une sorte de prévente finalement sur un service. Les tokens dits de paiement, donc c'est-à-dire que le jeton a vocation de servir comme un instrument d'échange au sein de la communauté que la société parviendra à créer. Et enfin, les tokens dits security, qui sont les jetons qui présentent un certain nombre de caractéristiques qui peuvent éventuellement les assimiler à des instruments financiers. Ça, c'est pour les tokens. Généralement, on distingue les tokens des coins, qui sont les instruments qui ne sont pas associés à une entreprise, mais plutôt à une technologie blockchain, une nouvelle technologie blockchain, et qui sont les instruments natifs avec cette technologie qui permettent les échanges sur la technologie.
Pourquoi est-ce que nous avons estimé à l'AMF qu'il était important d'intervenir? Vous l'avez compris, d'abord et en premier lieu, parce qu'il nous semble qu'il y a un enjeu de protection des investisseurs qui est extrêmement fort, puisque l'absence de réglementation aujourd'hui, c'est notre opinion, favorise largement le développement des fraudes et des arnaques. Nous avons publié une mise en garde en mars 2018, qui n'était d'ailleurs pas la première. Nous en avions publié une autre en fin d'année dernière, au moment où les cours des cryptoactifs montaient de manière assez significative. Mais en mars 2018, nous avons voulu vraiment attirer l'attention des investisseurs sur la prolifération des fraudes dans cet environnement. C'est-à-dire que nous avons vu, à l'AMF, nous avons un observatoire de l'épargne et de la protection des investisseurs qui est chargé de recenser finalement ou d'essayer de dresser des tendances, des arnaques et des fraudes dans le domaine des services financiers et associés. Et donc ce service-là à l'AMF a noté une sorte de transfert finalement, un déport des arnaques depuis des produits que l'on connaît, qui sont les CFD, les options binaires, les diamants d'investissement, qui ont été pendant longtemps la niche, enfin en tout cas le sous-jacent de beaucoup d'arnaques en France. Et on a noté récemment, depuis le début de l'année, je dirais, ou fin d'année dernière, un déport de ces arnaques vers les cryptoactifs. Donc on pense qu'il y a un enjeu fort de protection des investisseurs et qu'à cet égard, il faut que l'AMF intervienne. Deuxième enjeu, faciliter le financement de l'innovation. Il y a certainement beaucoup de fraudes, mais comme je vous le disais, finalement, il ne s'agit pas vraiment de fraudes qui sont liées aux cryptoactifs, mais plus d'un réseau de fraudeurs qui se déportent d'un sous-jacent à un autre en fonction des modes et des tendances, finalement. Dans le domaine des cryptoactifs, il y a quand même un certain nombre de projets sérieux, de projets intéressants, puisque nous en avons rencontré, je reviendrai là-dessus, un grand nombre d'entre eux. Et aujourd'hui, ces acteurs nous sollicitent le régulateur pour mettre en place un cadre réglementaire, puisque l'incertitude juridique et légale aujourd'hui porte préjudice au développement de leurs opérations. Enfin, on ne s'en cache pas, il y a également la volonté d'attirer en France des projets sérieux dans la perspective de créer un écosystème sain des cryptoactifs en France. Une fois ces constats formulés, quelle action était possible? Donc on en avait plusieurs. L'approche rassurante, c'était d'essayer de ramener les acteurs ou tout cet environnement dans des terrains connus. Donc par exemple, évidemment, les terrains d'instruments financiers ou le terrain de régimes plus nationaux, comme l'intermédiation en biens divers, ou d'essayer de proposer quelque chose qui soit un petit peu novateur. Donc cette réflexion, elle a été articulée au cours maintenant de l'année qui s'est écoulée, même un peu plus longtemps, puisqu'en fait elle avait commencé en amont de notre publication à la consultation ICO. Donc en effet qu'on a publié en octobre 2017, qui était plutôt notre volet juridique. Je dirais, pour résumer un peu les étapes clés, on a eu évidemment le début de la mission Lando, qui a débuté en janvier de cette année. Puis la création de groupes de travail au sein de l'Assemblée nationale, à la fois sur les monnaies virtuelles, mais aussi sur les blockchains, qui ont organisé beaucoup d'auditions, plus d'une cinquantaine, entre mars et le mois de septembre, ce qui a permis, je crois, à tous de mieux comprendre cet environnement et de dépasser peut-être la perspective Bitcoin only, et d'essayer de voir un peu la richesse qu'il y avait derrière certains des projets. Juillet, publication du rapport Lando. Septembre, début des négociations à l'Assemblée nationale. Début octobre, le texte de loi Pacte, qui va bien au-delà évidemment des cryptoactifs, mais qui comprend ces volets-là, a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Il doit désormais être discuté au Sénat, donc à partir du mois de janvier-février a priori, et ensuite adopté pour un vote final qui est prévu soit en mars ou en juin de cette année. Pardon, de l'année prochaine d'ailleurs plutôt. Donc si je résume ce que nous avons fait côté AMF sur ces sujets-là, donc je dirais qu'il y a eu deux volets. Le premier volet, c'est un volet d'études juridiques finalement, qui s'est caractérisé par la publication de notre document de consultation en octobre 2017 sur les ICO. Donc dans ce document, on formulait plusieurs constats. Le premier, c'était qu'aujourd'hui, il était très difficile de faire rentrer tous ces nouveaux animaux dans une seule case juridique. Pour la simple et bonne raison qu'il y a une très très grande diversité d'instruments. Je vous ai cité diverses catégories, utilitaires, paiement, security. La vérité, c'est que souvent, ces jetons présentent des caractéristiques d'une ou deux catégories, et en plus, ces caractéristiques peuvent évoluer au cours du temps, ce qui fait que d'un point de vue juridique, c'est très difficile de les classer.
Notre deuxième constat, c'était que très peu d'ICO étaient susceptibles de tomber dans le champ des réglementations existantes, et plus particulièrement dans le champ des réglementations qui sont associées aux instruments financiers. Donc, au niveau européen, vous connaissez tous, j'imagine, prospectus, IFM, ou crowdfunding au niveau national, intermédiation en biens divers, 1 ou 2. Donc l'objectif, partant de ces constats, était vraiment de recueillir l'avis des parties prenantes sur les différentes pistes d'encadrement qui étaient possibles. Donc, nous proposions 3 options de réglementation future. La première, c'était de publier un guide de bonne pratique, une sorte de soft regulation, si vous voulez. La seconde, comme je l'évoquais plus tôt, c'était l'idée plutôt d'étendre le champ des réglementations existantes, et donc en particulier celle des offres publiques de titres, donc la réglementation prospectus, donc de faire une extension du champ pour capter ce nouvel environnement au niveau national. La troisième option, c'était de créer un cadre spécifique pour ces instruments. Et donc ici, nous avions 2 sous-options, c'était soit de faire un cadre qui soit obligatoire, soit de proposer un cadre qui soit optionnel, c'est-à-dire que les offres qui n'auraient pas obtenu l'approbation de l'AMF ne seraient pas considérées comme illégales en France. En parallèle de cette étude très juridique, finalement, nous avons essayé de mener un programme également, le programme Unicorn, pour Universal Node for ICO Research Network, où l'idée, c'était d'avoir une meilleure compréhension économique, mais aussi juridique, des projets qui se cachaient derrière cette innovation, derrière les ICO, derrière les cryptoactifs. C'est un programme qu'on a lancé en parallèle de la consultation, en octobre 2017. Et donc, nous avions fait un appel aux porteurs de projets pour venir nous rencontrer, échanger avec nous, déjà pour voir dans quelle mesure, effectivement, ils pouvaient s'inscrire dans les cadres existants, ou si ils s'en affranchissaient totalement. Dans le cadre de ce programme, on a rencontré plus de 80 porteurs de projets sur une base volontaire, donc, depuis octobre 2017. Ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de typologie, autant les premiers projets dans cet environnement des cryptoactifs étaient plutôt des projets, je dirais, technologiques, des projets très axés autour de la donnée, de la blockchain, autant parmi les 80 projets qu'on a rencontrés, il y en a un certain nombre qui s'inscrivaient dans des champs très éloignés de la technologie, que ce soit par exemple la musique, le cinéma, l'art, mais aussi les énergies renouvelables, les regtech, le marché de l'emploi. On a même eu une cour de justice décentralisée. Je ne sais pas si c'est le projet qui aura le plus d'avenir, mais on a vu des projets autour de l'agriculture, de l'industrie agroalimentaire, l'aéronautique, la publicité, les transports, enfin un champ très très large de secteurs qui envisageaient donc de développer une ICO. On essayait de comprendre, en ce qui nous concerne à l'AMF, pourquoi est-ce qu'ils avaient recours à ce type d'opération. Est-ce qu'il s'agissait simplement d'un moyen, en effet, d'éviter de lever des fonds sans diluer son capital et d'avoir accès à du cheap and quick money, finalement, ce qui, je dois l'avouer, devait être le cas pour certains d'entre eux, mais pas tous. Donc c'était assez intéressant, puisqu'on a constaté que dans la majorité des cas, l'objectif était vraiment de créer cet effet de réseau que j'évoquais plus tôt, et de créer une plateforme, une place de marché, au sein de laquelle le token, le jeton, servirait d'instrument d'échange entre les utilisateurs et la société. D'un point de vue réglementaire, ces nombreux entretiens avec des projets nous ont confirmé notre je dirais, intuition préliminaire, qui était que très peu d'entre eux, selon nous, rentreraient dans le cadre des réglementations existantes, et notamment celles concernant les instruments financiers. Nous avons publié, il y a, je crois, à peu près 15 jours maintenant, un bilan du programme Unicorn, que je vous invite à aller consulter sur notre site internet, qui est disponible en français et en anglais. C'est une étude donc, qui revient un petit peu sur cette année de rencontres avec les porteurs de projets, et nous avons essayé de dresser des grandes tendances à la fois au niveau international mais également au niveau national, sur la base de questionnaires que nous avons envoyés à tous les porteurs de projets que nous avons rencontrés. Comme vous le savez sans doute, dans cet environnement, les chiffres sont parfois très peu fiables. Ils sont toujours très impressionnants, mais jamais vraiment vérifiables. Donc nous avons essayé, dans la mesure du possible, d'élaborer des chiffres, de venir avec des chiffres qui soient un petit peu plus, je dirais, fiables. Donc on a estimé aujourd'hui qu'au niveau international, les montants levés via les ICO, nous avons à peu près, c'est une estimation encore une fois, mais qu'ils représentaient près de 22 milliards de dollars. On a également mis en lumière le fait qu'il y avait une forte concentration des montants qui étaient levés, avec 17 opérations qui ont levé plus de 100 millions d'euros, donc des montants extrêmement significatifs.
Et en France, on a montré que 15 opérations avaient été terminées à ce jour et qu'elles ont levé une somme qui représentait 89 millions d'euros au global. On a essayé de mettre en lumière un peu l'évolution de ce mode de financement par rapport à d'autres types de financement plus traditionnels par action, que ce soit les introductions en bourse ou les venture capital. Donc on voit quand même que les montants, donc ceci c'est un graphique au niveau international. Au niveau français, les tendances sont un peu différentes. On voit tout de même que donc le financement par ICO a connu un grand succès en début d'année. Il est un peu retombé, je dirais, en troisième trimestre de cette année, mais que toutefois, il a représenté des montants extrêmement significatifs par rapport au financement plus traditionnel. Dans le cadre de ce bilan, on a également tirer les constats suivants. Le premier, c'était qu'il y avait une évolution de la nature des projets, donc j'en ai déjà parlé, mais en effet, qui évolue depuis des secteurs technologiques vers des secteurs d'activité beaucoup plus variés aujourd'hui. Une professionnalisation, c'est-à-dire que autant les projets qui ont fait leur ICO, qui envisageaient une ICO en début d'année ou en année dernière, étaient plutôt des entreprises très jeunes et finalement voyaient ça comme une manière de lever des fonds sans diluer leur capital. Autant les projets qui sont à venir concernent davantage des sociétés qui ont déjà eu accès à des modes de financement traditionnels. Donc, ce qui laisse à penser que l'ICO n'est plus seulement un moyen de lever des fonds pour des entreprises qui n'auraient pas accès aux modes de financement traditionnels. Et comme je vous le disais, ce qui revient de manière très générale parmi tous les réponses des personnes que nous avons interrogées, c'est que l'ambition de l'ICO est vraiment de développer une communauté engagée autour des sociétés. Tout ce travail qu'on a mené à la fois économique et juridique autour des ICO nous ont conduit à identifier 4 priorités autour de leur encadrement. La première priorité, c'est la nécessité d'avoir une information qui soit pertinente sur le produit. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, l'information est très variable, à la fois en quantité et en qualité. Donc nous pensons qu'il y a un besoin de standardisation et d'harmonisation. La deuxième priorité, c'est le besoin d'avoir une transparence accrue en termes d'investisseurs, mais aussi en termes d'émetteurs. La pseudonymisation de la blockchain, enfin, la capacité de pseudonymisation qu'offre la blockchain, je dirais, finalement, on porte préjudice à cette transparence. Troisième priorité, c'est la transparence du mécanisme de formation des prix, afin de permettre l'intégrité du marché. Et enfin, une sécurité de la chaîne d'un point de vue à la fois juridique, mais aussi opérationnel. Donc, par le juridique, encore une fois, on revient à cette idée qu'il va falloir à un moment reconnaître que l'inscription dans une blockchain vaut pour preuve de propriété d'un actif. D'un point de vue opérationnel, on pense plutôt aux risques liés à la cybersécurité. 3 problématiques transversales dans cet environnement: le blanchiment d'argent, le cyberrisque, les fraudes, qui sont 3 risques évidemment qui nous interpellent en tant que régulateurs. Je crois que cette réflexion qu'on a menée à l'AMF a nourri celle qui a été menée par la Direction générale du Trésor et par le gouvernement, et qui ont conduit à proposer un régime qui est aujourd'hui inclus dans le projet de loi Pacte, qui était le régime autour des ICO, donc la réglementation du marché primaire, l'article 26 de la loi de Pacte, auquel est venu s'ajouter un nouveau régime qui concerne les marchés secondaires, les intermédiaires sur ces nouveaux actifs, qui a été proposé par voie d'amendement par les députés au cours du débat parlementaire. Donc c'est l'article 26A bis. Enfin, on a eu deux autres, je dirais, pans qui sont importants dans cet nouvel encadrement des cryptoactifs qui est proposé par la loi Pacte. C'est la possibilité pour les fonds professionnels spécialisés d'investir en cryptoactifs, qui est désormais ouverte. Et enfin, la possibilité pour le régulateur d'avoir de nouveaux outils pour lutter contre les fraudes. Rapidement, pour vous expliquer comment tout ça s'articule, si vous avez un tant soit peu suivi les débats autour des cryptoactifs au cours des derniers mois, qui ont été nombreux au niveau international et européen, notamment entre régulateurs, une des grandes questions, c'est de savoir est-ce que ces cryptoactifs sont des instruments financiers ou non. Donc ces nouveaux régimes que nous avons créés, pour nous, concernent tous les cryptoactifs qui ne tombent pas dans la case d'instruments financiers. Et comme je vous le disais, on estime que ça représente la très grande majorité de ceux qui existent aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en France, nous avons une définition des instruments financiers qui est limitative. C'est-à-dire que les instruments financiers français sont les titres financiers qui peuvent être soit des titres de capital, soit des titres de créance, soit des parts ou actions de fonds. Donc finalement, si vous ne tombez pas dans l'une de ces 3 catégories, vous n'êtes pas considéré comme un titre financier en France.
Donc nous estimons qu'il s'agit de moins de 5% des cryptoactifs qui tombent dans l'une de ces catégories. Donc, instrument financier, vous êtes soit titre financier, soit contrat financier. Donc ici, nous avons clarifié, dans une position que nous avons publiée en février 2018, que les dérivés sur cryptoactifs étaient des contrats financiers et donc devaient être, au sens de MiFID II, et donc devaient être régulés comme tels. Donc ça, c'est l'environnement instrument financier auquel, naturellement, les régimes Pacte ne touchent pas. Donc tous les nouveaux régimes qui sont envisagés dans le cadre de la loi Pacte s'adressent à l'environnement qui n'est pas couvert par les instruments financiers. Donc pour cela, le projet de loi Pacte propose de créer un nouveau terme qui est celui d'actifs numériques, qui distingue deux types d'actifs, qui sont les jetons d'ICO et les monnaies virtuelles. Et par ce terme, le projet de loi Pacte reprend une définition qui était proposée par la 5e directive de lutte contre le blanchiment. Donc, si je détaille très rapidement les régimes qui sont proposés dans le cadre de la loi Pacte, le premier, c'est le régime autour des ICO, qui est proposé à l'article 26, donc qui a été aujourd'hui adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Cet article 26 propose d'introduire un nouveau chapitre dans le Code monétaire et financier, qui est celui autour des émetteurs de jetons. Donc, comme je vous le disais, ce nouveau chapitre proposera une définition des émetteurs de jetons, mais surtout il donnera une compétence à l'AMF pour approuver les ICO qui présenteraient un certain nombre de garanties. Donc, c'est un visa qui sera donné de manière optionnelle. Donc, comme je vous le disais, parmi les pistes qui étaient évoquées dans le cadre de la consultation AMF, cette optionnalité figurait parmi ces pistes-là, et c'est celle qui avait recueilli d'ailleurs la majorité des suffrages des répondants à la consultation. Les garanties qui seront demandées sont la première, qui est assez évidente, c'est le fait que l'émetteur doivent être constitués sous la forme d'une personne morale, puisque dans certains cas, dans cet environnement, ce n'est même pas il n'y a pas de personne morale derrière les projets, mais une personne morale qui soit établie en France. Deuxième garantie, c'est que l'émetteur doit avoir mis en place un moyen qui permette le suivi et la sauvegarde des actifs qui sont recueillis pendant l'offre. Donc, une des spécificités de cet environnement, c'est que souvent, les émetteurs qui font des ICO recueillent les fonds levés dans des smart contracts dont ils ont la main, sur lequel ils ont la main. Troisième garantie, c'est le fait que les émetteurs mettent en place un mécanisme pertinent sur les questions de KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent. Et enfin, nous demanderons aux émetteurs qui auront été visés par l'AMF de fournir une information qui résume finalement le résultat de l'offre aux investisseurs à l'issue de l'opération. Donc c'est un régime optionnel. Donc comme vous le savez certainement, ce n'est pas dans les traditions de la réglementation de faire des régimes optionnels. Donc nous avons choisi cette piste-là. Enfin, en tout cas, en ce qui nous concerne à l'AMF, on estimait que c'était une piste intéressante et elle a été retenue par le gouvernement pour plusieurs raisons. D'abord, puisque nous sommes aujourd'hui face à un environnement très nouveau qui évolue très vite, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, un cadre juridique est censé durer dans le temps, mais pour autant, nous savons que probablement on devra le revoir puisque les évolutions sont rapides. Donc éventuellement, ce régime optionnel pourrait être transitoire en fonction des évolutions. Il faut aussi tenir compte du fait que nous sommes le premier pays aujourd'hui à réguler l'intégralité de ces opérations. Donc il faut aussi pour nous attendre que les autres régulateurs se positionnent avant de faire des cadres qui soient très contraignants. Et puis parce qu'on pensait que cette approche de liste blanche qui permet finalement de réduire l'incertitude juridique peut être intéressante également à d'autres points de vue parce qu'elle peut permettre de finalement créer une sorte d'espace de liberté entre les projets régulés et les vraies fraudes pour les projets qui aujourd'hui ne rentreraient pas du tout dans les cases de la réglementation. Il y en a un certain nombre d'entre eux et je pense ici principalement aux projets qui sont, comme on dit, complètement décentralisés, donc où c'est très difficile aujourd'hui pour nous de réguler ce type de projet et de concevoir des cadres qui permettraient de les encadrer. Donc ces projets pourront encore exister, ils ne seront pas considérés comme illégaux en France, mais même s'ils ne s'inscrivent pas dans le champ de la réglementation existante. Naturellement, cette approche de liste blanche ne veut pas dire que nous allons baisser les bras et l'attention vis-à-vis des fraudes, au contraire, puisque nous allons la combiner avec une approche de liste noire, afin d'assurer et de garantir la protection des investisseurs. Aujourd'hui, on a deux possibilités pour capturer les fraudes sur cryptoactifs. La première, c'est le régime d'intermédiation en biens divers.
Et la seconde, c'est notre position sur les dérivés en cryptoactifs qui nous permet de publier des listes noires sur les entreprises qui aujourd'hui, les plateformes qui proposent d'investir sur ce type de dérivés sans avoir les opérations, les agréments, les autorisations nécessaires. Donc, au-delà des ICO, on a un nouveau un nouveau cadre qui a été proposé dans le cadre de la loi Pacte, comme je vous le disais, par voie d'amendement, qui vise à encadrer les intermédiaires en cryptoactifs. Donc, c'est un cadre qui a un champ extrêmement large, puisqu'il concerne à la fois les plateformes de négociation de cryptoactifs, donc par là, on entend plutôt les bourses de valeur qui existent aujourd'hui dans ce secteur et qui ont un carnet d'ordre centralisé. Les courtiers sur cryptoactifs, là encore, une activité qui se développe beaucoup dans cet environnement. L'activité de conservation de cryptoactifs, qui, je crois, est là où on observe peut-être le plus de différence avec le monde traditionnel instrument financier, mais également toute une grande palette d'autres types de services, la réception de transmission d'ordre, l'exécution d'ordre pour compte de tiers, la négociation pour compte propre, la gestion de portefeuille pour compte de tiers, le conseil, la prise ferme, le placement garanti et non garanti. Je suis certaine que beaucoup de ces termes résonneront familièrement à vos oreilles. Donc c'est un cadre extrêmement large qui a été proposé. Donc pour tous ces acteurs qui exercent l'une ou plusieurs de ces services, il y aura la possibilité de solliciter un agrément optionnel de prestataire de services sur actifs numériques qui sera, en l'état actuel du texte, octroyé par l'AMF. Donc l'agrément est optionnel, une partie, un socle, est obligatoire, celui sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui concernera plusieurs activités, notamment les plateformes qui échangent des monnaies fiat contre des cryptoactifs et les services de conservation. Comment s'articule cet agrément ? C'est très simple, il y a un socle de règles communes, je dirais un socle de règles de bon sens, qui s'appliqueront à tous ces services, à tous ces acteurs, quel que soit le service offert, et qui choisissent de se soumettre à ce cadre réglementaire. Donc ces règles comprennent la nécessité d'avoir une assurance le cas échéant, des procédures de contrôle interne, un système informatique résilient, une politique tarifaire transparente, etc. La nécessité d'avoir des procédures de lutte contre le blanchiment lorsque cela s'impose, en fonction des activités, cela devra être nécessaire. Et enfin, des règles spécifiques en fonction du service proposé. Et ce sont des règles qui s'inspirent largement des cadres, je dirais, en matière d'instruments financiers, donc MIFID et abus de marché, mais qui reprennent finalement les grands principes de ces réglementations, qui restent parfaitement adaptés dans un environnement d'investissement, sans aller dans le détail, puisque c'est souvent là où il nous semblait très compliqué d'appliquer l'intégralité des règles à cet environnement. L'objectif, comme je le disais, c'est d'assurer l'intégrité du marché et un mécanisme efficace et transparent de formation des prix. Enfin, j'ai déjà évoqué la possibilité désormais pour les fonds professionnels spécialisés d'investir dans des cryptoactifs et offerte par voie d'amendement dans le cadre de la loi Pacte. Et enfin, il y a une volonté de clarifier également les aspects comptables et fiscaux d'ici la fin de l'année. Donc l'ANC, notamment, donc l'organisme compétent en matière de comptabilité française, va publier notamment une recommandation, ce qui concerne au moins les ICO d'ici la fin de l'année, qui viendra clarifier ces sujets-là. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps sur ce nouveau régime autour des cryptoactifs. Il me semblait que c'était important de vous le présenter, puisque ce n'est pas tous les jours que finalement on crée un nouveau chapitre dans le Code monétaire et financier et qu'une nouvelle compétence est octroyée à l'AMF. C'est un sujet, encore une fois, qui est assez brûlant, qui fait partie de l'actualité et sur lequel je crois que nous nous sommes identifiés comme étant un des pays qui avons pris la pleine mesure de ce phénomène et nous sommes assez pionniers aujourd'hui pour proposer un encadrement complet de ces activités. Donc j'espère que ces exemples et cette présentation vous auront démontré finalement que FinTech et réglementation ne sont pas tout le temps opposés et peuvent parfois même se nourrir l'un et l'autre, et que les FinTech finalement ont besoin de réglementation au même titre que la réglementation peut parfois innover. Je vous remercie de votre attention. Ça marche ? Oui, ça marche. Avez-vous des questions ? Oui. Merci. Zoé Brejon du cabinet Investance. Avec cette proposition de visa sur les ICO, pensez-vous qu'il va y avoir
transfert de centre de gravité au moins européen du fameux canton de Zoug, qui a été appelé la Crypto-Vallée, à la place parisienne éventuellement. Et j'ai une deuxième question, si je puis me permettre. Évidemment, ce visa, je crois qu'il a été très très bien accueilli au niveau de la communauté. Néanmoins, reste la question de l'ouverture des comptes bancaires pour les personnes morales qui sont derrière ces ICO, puisqu'il y a bien un moment où, une fois qu'on a levé des fonds, qu'on a des tokens, il va falloir quand même une conversion dans la monnaie réelle, dans la monnaie fiat. Merci. Alors, deux très bonnes questions. En ce qui concerne votre première question, oui, on espère finalement qu'il y ait, en tout cas, que ces nouveaux régimes attirent un certain nombre de projets sérieux, comme je vous le disais, et je crois qu'on ne s'en cache pas. C'est-à-dire qu'on pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai appétit pour la réglementation. C'est d'ailleurs ce qui est ressorti de notre consultation sur les ICO qu'on avait publié en octobre l'année dernière. La plupart des acteurs qui ont répondu, et ils étaient très divers, ils venaient à la fois des secteurs traditionnels, mais aussi d'acteurs qui avaient déjà, qui évoluaient dans cet environnement, nous demandaient de mettre en place un cadre réglementaire. Donc il y a un appétit très fort parce qu'aujourd'hui, il y a ce constat de dire si on veut que cet environnement finalement se démocratise et devienne... sorte un peu de son côté un peu alternatif, je dirais, il faut qu'il y ait une certitude juridique et un cadre réglementaire qui soit proposé. Donc on verra, mais on espère en tout cas que ça attire un certain nombre de projets. En ce qui concerne le droit au compte, écoutez, je pense aussi que le fait de mettre en place des cadres réglementaires devrait faciliter cette relation entre les projets et les banques, qui c'est vrai aujourd'hui est parfois compliquée, c'est pas seulement en France, hein, c'est je crois, le cas partout ailleurs. Il faut aussi comprendre les établissements bancaires. C'est vrai que c'est un environnement qui a évolué depuis plusieurs années, je dirais, de manière assez marginale, hein, affranchi de toute règle, affranchi de tout cadre juridique. C'est vrai que c'est difficile aussi pour des établissements qui ont une réputation à protéger, qui évidemment, on leur demande aussi d'évaluer leurs risques et d'agir avec précaution. C'était difficile pour eux aussi d'ouvrir les portes grandes à cet environnement. Je pense que l'expérience qu'on a eue autour du crowdfunding en la matière, on espère en tout cas que se reproduise au moment des cryptoactifs, c'est-à-dire que la mise en place d'un cadre permette de faciliter les relations. Au moment du crowdfunding, on avait le même problématique, c'est-à-dire que les plateformes avaient beaucoup de mal à fonctionner avec les banques. Puis la clarification juridique a finalement permis d'apaiser ces relations et de développer ensuite des partenariats qui fonctionnent, je crois, assez bien. Bon, le temps passe très vite. Merci beaucoup, Domitille, pour cette intervention très éclairante. Et nous allons maintenant...